J'ai battu la campagne des jours durant sans me lasser. Et j'ai assisté jour après jour à un spectacle que seul l'homme et la nature ont le don de créer. Un jardin immense, aligné, coloré, où maïs, sillon et l'or des blés garnissent tel un bouquet cet espace que l'on appelle la terre. Sur mon chemin, deux biches étonnées, sinon surprises, tout autant que moi, disparaissent dans cette manne succulente et bienfaitrice. À 3 km en aval de Baudouin, le petit hameau de la Roussière. J'ai rendez-vous avec René. Bonjour René, je suis très heureux de discourir avec toi et de connaître la ferme que tu occupes à la Roussière, sur la route de Grand Fougeray. C'était exactement ça, effectivement, au niveau de l'exploitation elle-même, tout ce qui concerne la production, autant en porc qu'en lait, effectivement, est sur le site de la Roussière. Par contre, au niveau des terres, la particularité, c'est qu'effectivement, on a des terres sur plusieurs communes et souvent à des distances assez éloignées du lieu de production. Voilà, donc les terres qu'on a repris au moment où c'est installé donc, sont sur la commune de Messac, qui est assez proche des bâtiments d'exploitation. C'est des terres très morcelées. Puis dans le développement de l'exploitation, on est amené à reprendre, à exploiter des terres plutôt groupées à 7 km du lieu de production. Donc c'est des terres assez importantes en surface, c'est des terres bien groupées. Par exemple, sur Sainte-Anne-sur-Vilaine, on exploite 33 hectares groupés, et là, un peu plus grand sur la commune de Langon où il y avait 38 hectares également groupés. Donc en définitive, la surface dite réelle, disons, de cultiver pour l'ensemble de la ferme. Alors pour la ferme, donc la particularité, c'est que nous, le gros de l'exploitation est constitué au niveau du GAEC, et on exploite au niveau du GAEC avec 3 associés 140 hectares de terre. On avait essayé de faire qu'un jeune puisse s'installer avec nous au sein du GAEC il y a plus de 5 ans là. Et par contre, il n'a pas pu s'installer avec nous, donc il s'est installé tout seul et on a constitué une société pour produire le lait en commun. C'est associé 3 frères. Bon. En ce qui concerne donc la Roussière où tu exploites, c'est l'ensemble, disons, des bâtiments, l'élevage, reprennent l'élevage, la porcherie et toutes les autres annexes dont je ne connais pas et que tu peux peut-être m'expliquer. Sur le site de la Roussière, on produit du lait et un élevage de porc. Sur l'élevage de porc, donc les animaux y naissent et sont élevés jusqu'à l'âge où ils sont conduits à l'abattoir destinés à l'alimentation humaine. Et au niveau de l'élevage laitier, donc on a sur le site l'ensemble de la production, donc effectivement les vaches qui donnent leur lait, mais aussi les veaux et les génisses qui servent au renouvellement du troupeau. En ce qui concerne l'élevage des bovins, par exemple, combien le cheptel, disons, est constitué de bovins?
Donc l'élevage de bovins, la production laitière est faite en association donc, avec Moineveux, avec lesquels on a constitué une société civile laitière. Et donc l'ensemble de la référence laitière du GAEC et de sa propre référence à mon neveu Sébastien est de 765 000 litres de lait. Donc on a un élevage où on peut avoir en production laitière sur le site de la Roussière 99 vaches. Oui, je pensais à une centaine, ça me paraît, oui, compte tenu de ce que j'ai vu par ailleurs. Et les genisses de renouvellement, donc en genisses de renouvellement, on a autour de 70 genisses au renouvellement. 30 par an, et comme il faut presque 2 ans, un peu plus de 2 ans pour qu'elles puissent commencer à faire de la production laitière, donc on a présence sur l'exploitation autour de 170 têtes. C'est ça. Et en ce qui concerne, disons, les veaux femelles, disons, sont conservées, les génisses, mais les veaux mâles sont vendus. Voilà, les veaux femelles engraissés par ailleurs. De bonnes origines sont conservées, donc on en conserve une trentaine par an, et l'ensemble des autres veaux sont vendus à l'âge de 8-15 jours pour faire du veau d'élevage. Pour nous, pour avoir un renouvellement normal, il nous faut entre 30 et 35 genisses par an. Donc en fait, on insémine 70 animaux pour faire des animaux de renouvellement au niveau du cheptel. C'est ça. Et pour les autres animaux, donc, qui sont soit plus vieux, soit de moindre qualité génétique, on fait des inséminations avec des taureaux qui ont plus de qualité bouchère, qui fait des veaux qui ont une meilleure conformation, qui ont plus de rendement de viande, et donc qui sont mieux valorisés en veaux à 8-15 jours. Bon, alors pour nourrir donc ce cheptel, il y a lieu de produire des céréales. Alors pour nourrir les vaches, oui. On nourrit effectivement à partir d'herbes et puis de maïs. Et de maïs. Donc au niveau des genisses, elles pâturent 6 mois dans l'année. Et au niveau des vaches, elles consomment l'herbe sous forme d'ensilage. Et le maïs, c'est également sous forme d'ensilage. C'est ça, d'accord. Pour les hectares qui restent en dehors de ces hectares destinés à la production laitière, on fait des céréales, donc nous essentiellement du blé, et également du colza. Bon, ce que j'aimerais connaître, c'est un pourcentage, en définitive, d'activités. Pourcentages qui sont très, très différents. Au niveau du travail, donc, on est 4 sur l'exploitation. Il y a 2 qui passent la plus grande partie de leur temps sur la partie porcine et 2 sur la partie laitière. Et pour la partie de culture, oui. En fait, on traite un peu les cultures en dérobé. Donc au moment où il y a plus de travaux, au printemps ou à l'automne, en fait, il y a une personne qui se détache de la partie porc et une autre personne qui se détache de la partie laitière pour faire les cultures. On est au mois de mars. On va attaquer quel genre de travail ? Donc au niveau du travail sur l'exploitation, donc toute l'année au niveau des laitières ou des porcs, c'est un travail qui est régulier. C'est ça. Donc la seule chose effectivement qui change au long de l'année, c'est le travail au niveau des champs. Donc au niveau du printemps, la plus grosse activité pour nous, c'est l'épandage des lisiers. Donc qu'on démarre au mois de février selon effectivement la pluviométrie qu'il peut y avoir. Donc il faut avoir des sols bien portants et bien essuyés. Et donc ça nous prend autour entre 1 mois et 2 mois d'épandage de manière assez intensive sur cette période-là. Et puis après, donc, on commence à préparer les terres pour les cultures du maïs. Et puis pour les céréales, c'est toute la partie où il faut mettre de l'engrais et surveiller les plantes pour qu'elles ne soient pas malades. Donc il y a un certain nombre de traitements pour qu'elles ne soient pas malades ou qu'elles évitent d'être malades plus tard. Donc effectivement, il y a des traitements préventifs pour effectivement avoir à intervenir plus tard. Le maïs se plante à quelle époque ? Donc dans la région ici, les maïs se font fin avril, début mai. Et pour les parcelles les plus humides, deuxième quinzaine de mai. Et la récolte de ce maïs, c'est de la transformation ou si c'est du maïs en grain qui est stocké quelque part ou c'est uniquement de l'ensilage ? Au niveau des maïs, comme effectivement dans la région, les rendements sont assez variables d'une année sur l'autre compte tenu de la pluviométrie qu'on peut avoir, nous on sème plutôt plus de maïs qu'on aurait besoin pour la partie ensilage et selon l'année, donc on fait plus ou moins de maïs grain. Et ce maïs grain, il est vendu. Voilà. Comme l'est peut-être le surplus de blé. Alors tout le blé est vendu, mais vendu. Le maïs grain, effectivement, on fait un nombre d'hectares pour assurer d'une manière
quasi certaine d'avoir la production d'ensilage dont on aura besoin. Pour nourrir le cheptel, l'herbe est l'aliment de base. Aujourd'hui, j'accompagne Félix et son drôle d'engin, appelé faucheuse-conditionneuse. Qu'il est loin le temps de la faucheuse de nos grands-pères. Là, on est à conditionner l'herbe, c'est-à-dire qu'on la coupe et on la laisse sécher pendant 2 jours. Ensuite, on va donc aujourd'hui on est à vendredi, on va l'ensiler lundi, quoi, pour qu'elle soit préfanée. D'accord. Et ensuite? On va l'ensiler, la mettre dans le silo. Et le silo, c'est un genre de conserve, on met une bâche par-dessus et c'est pour la conserver. Est-ce que tu prévois, est-ce qu'il y a des mélanges de prévus avec cette herbe? Déjà, l'herbe en elle-même, c'est un mélange, puisqu'il y a du trèfle avec. Oui. C'est du trèfle mélangé avec de l'herbe. Et ensuite, c'est avec du maïs dedans ou pas? Non, ensuite on donne ça mélangé avec du maïs, quoi. Oui. Pendant l'été. Pendant l'été, c'est ça. C'est pas donc, disons, de la nourriture d'hiver, en définitive. Il en reste souvent un peu pour l'hiver aussi, oui. Quoi, mais on commence à en donner quand il n'y a plus de pâturage, quoi, parce que tant qu'il y a de l'herbe dehors à pâturer, on ne donne pas d'ensilage d'herbe. D'accord. Et cet ensilage vert, il va durer tout l'été? C'est de l'ensilage d'herbe. D'herbe, oui. Oui. Bah oui, il va en rester même pour l'hiver. L'herbe est coupée, il est temps d'ensiler. Voyons la procédure. Alors en ce qui concerne de l'ensilage, l'ensilage se fait en toute saison. Donc l'herbe, la production d'herbe, ça fait en principe et en général plutôt pour du pâturage, mais il y a toujours des excès d'herbe. Oui. Et la manière de conserver les excès d'herbe, dans les périodes où il ne fait pas trop chaud, c'est l'ensilage. Donc on peut commencer à faire de l'ensilage à partir du mois d'avril, effectivement il y a une bonne production d'herbe, et où il y a une chaleur suffisante pour assurer un séchage minimum. Ça. Et au niveau de la durée, il arrive qu'à l'automne il y ait une bonne pluviométrie, alors que les sols sont encore chauds, il est plus important d'herbe que les vaches ne peuvent pas pâturer, et le moyen de conservation, cette période-là où il ne fait pas encore très chaud, suffisamment chaud pour faire du foin, donc la méthode de conservation c'est l'ensilage ou l'enrubanage. Voilà, donc il la ramasse, la coupe en petits morceaux, voilà. Et la projette dans la remorque. Alors au niveau du degré d'humidité, disons, de cette herbe... Donc le taux de matière sèche pour une bonne conservation pourrait être entre 30 et 45% de matière sèche. C'est ça, d'accord. Bon. Au niveau du stockage... On met ça sur une plateforme, oui. Avec des côtés ou sans côté, et on tasse au maximum pour enlever le maximum d'air, oui. Et on finit le tas, est-ce qu'il y a un minimum d'air à rentrer dans le tas, de façon à ce qu'il n'y ait pas de fermentation. C'est ça. Depuis quelques années, on peut mettre une poêle très fine qui est beaucoup moins poreuse à l'air, qui laisse moins rentrer l'air. Donc les autres étaient déjà bien, mais là effectivement c'est un mode de conservation qui ressemble à une bâche un peu qui ressemble au plastique qu'on met sur les aliments de conserve dans le réfrigérateur. C'est très fin, mais ça ne laisse pas se passer l'air. C'est bien une leçon de labour à laquelle je m'invite. J'ai pris l'habitude de ce confort hautement chaotique. Mieux vaut avoir les reins solides. Une fois avant, c'est des terrains qu'on a repris. Oui. On a cultivé pour les mauvaises herbes. Après on a emmené le lisier et on a recultivé pour cacher le lisier. Ah oui, d'accord. Sauf là que ça n'a pas été caché, parce que ça vient juste d'être emmené. Ouais. Autrement on le cache. Alors aujourd'hui vous labourez et après-demain On donne un coup de rouleau dessus. un coup de rouleau. Un bon rouleau. Là. Puis après on donne un coup de cultivateur. Et après un coup d'air exploitative et on sème. Et en scène, d'accord. La largeur
pour que la terre, elle arrive à chaque fois que je repasse, à chaque fois que ça fait une surface bien plane. D'accord, que vous restiez dans le même niveau que... Oui, même niveau que ce que j'ai charrué. Ah voilà. C'est tout un art. Oui, mais maintenant c'est facile parce qu'autrefois les charrues c'était avec une clavonnette. Et à l'arrière c'est pareil, où il y a les roues. Il y a un réglage avec une tige filetée. Oui. Pour que la charrue elle est à peu près, la poutrelle est à peu près de niveau d'un bout à l'autre. Pour que ce soit charrue droite. On est en belle parcelle, on fait presque 2 hectares à l'heure. 2 hectares à l'heure. En belle parcelle. Oui. Là, dans les petits coins comme ça, je ne vais pas les faire parce Oui, oui. qu'il y a plein de... Non, parce que là on tourne assez souvent, c'est pas la grande... Oui, puis la première année, je vais pas aller trop vite non plus parce qu'il suffit qu'il y a des obstacles dans le sol, on ne connaît pas le sol. Voilà, c'est ça. C'est la première année que vous charruez ici? Oui. Ah, oui. C'est la première fois qu'on fait le champ. Ouais. Je la tourne un petit peu, là, puis quand je suis arrivé le tracteur dans l'arrêt, je la bascule carrément, de façon que, comme ça, là, ça ne touche pas l'aile du tracteur. Et hop, et normalement, là, je... On est bien secoué. Ah oui, ça se roule. Hein. Et pourtant le tracteur est sur ressort, la cabine. Hein. Oui. Et pour avant, c'est pareil. Et la puissance du tracteur? 240 chevaux. Hein. 240 chevaux. Il y a 210 chevaux plus 30 chevaux qu'ils appellent ça un boost, la puissance additionnelle. Oui. Qu'ils utilisent si on en a besoin. Oui. La profondeur comme ça approximative? 27-28 cm. 27-28 cm. Nous sommes en juin. Très important, le foin est comme l'ensilage, la base essentielle de l'alimentation hivernale du cheptel. Petits recoins, comme grandes surfaces, envahissent l'air d'une senteur musquée. C'est la senteur des foins coupés. Sur le mini-champ où m'a convié Hervé, j'ai appris à connaître le Big Baler. Grosse machine qui compresse le foin, le ficelle et le rejette, prêt à être chargé. Quel est le poids? 500 kg. 500 kg. Il me dit que ça fait à peu près 500 kg. Ouais, 450. Ouais. 450. Là, c'est des big balers. Ouais, mais c'est encore des mini-bigs. Des mini-bigs. Parce qu'il y a des bigs encore plus gros. Ah oui. Ils sont plus gros que ça. Voilà. Autre technique de bottelage et de conservation du foin. Alors la méthode de préparation des roues de balers se fait donc avec une machine qu'on appelle C'est un roue de baleur. c'est un roue de balers, tout simplement. Et la technique, disons, Il y a un noyau et on enroule le foin autour. voilà. Et une pression pour effectivement en mettre un maximum dans un volume donné. Dans un volume donné, d'accord. Bon, la différence avec le Big Baler qui lui est Le big presse la paille au foin en accordéon. en accordéon. Donc l'étanchéité est moindre. Alors le degré d'humidité pour ces Big Baler, le degré d'humidité il est de combien? Alors lorsqu'on fait des big balais, lorsqu'on bogue de la paille l'été, donc la paille est très sèche, donc on est à moins de 14% d'humidité, donc il n'y a pas de risque de fermentation ni de moisissure, donc il y a une bonne conservation. Par contre pour le foin, on a de la difficulté à être à moins de 14% d'humidité, et donc il y a des risques de fermentation. Dans les big balers
Donc il peut y avoir des moisissures. Tandis qu'au niveau du room baller, il y a un échauffement de la botte, l'air arrive à partir, et il y a une bonne conservation, il n'y a pas de moisissure. Donc c'est pour ça qu'au niveau des méthodes de bottelage, on voit le foin plutôt fait en room baller et le big et la paille soit en room baller, soit en big baller. Les big ballers ne pourraient pas être utilisés en priorité en évitant le risque, disons, de s'enflammer éventuellement dans le temps. C'est un choix. Donc le room baller, effectivement, s'il est un peu humide, on peut le laisser dehors, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Oui. Le big baller, si on le stocke à l'extérieur, vu son mode de conditionnement, s'il pleut, l'eau s'infiltre et il y a beaucoup de moisissures. Les petites graines, appelées colza, sont bien sèches. C'est le temps de la récolte. Alors le colza, lui, se récolte à quelle période? La récolte colza se fait fin juin, début juillet, selon les années. Et il se fait en fonction de quoi? D'un conditionnement, d'un contrôle visuel ou bien de... Donc on fait un contrôle visuel et on vérifie effectivement que le taux d'humidité est bien dans la norme, en faisant un échantillonnage qu'on fait analyser à la coopérative ou chez le négociant. Ah voilà, d'accord. La norme pour le colza, ça doit être 9% d'humidité. Ah oui. Donc c'est plus sec que les céréales autrement. Il faut savoir que le colza prend beaucoup d'humidité très rapidement, mais la perd très rapidement aussi. Exactement. Donc, les rendements vont dans la région de 2 tonnes hectares à 5 tonnes hectares, dans les meilleures terres et dans les très bonnes années. D'accord. Et assez fréquemment. Et d'après ce que j'avais remarqué sur le terrain, les précautions qui sont à prendre pour éviter, disons, une perte de colza lors de l'introduction de la machine et autres, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire très attention, enfin à vérifier? Donc le colza se plante en gousse. Oui. Et dès qu'il fait chaud, surtout après une période d'humidité, les gousses s'ouvrent toutes seules assez facilement. Et donc il ne faut pas remuer beaucoup la plante pour que les grains tombent. C'est ça. Donc, au moment de la récolte, comme il faut récolter quand c'est bien sec, pour éviter d'en perdre, il faut équiper la machine de choses nouvelles un petit peu. Donc sur les côtés, on coupe le colza pour couper ce qu'il y a sur les côtés. Et au niveau de la coupe, il y a une avancée qui fait tomber les colzas qui tombent par SOP directement dans la coupe pour ne pas avoir de perte sur le terrain. C'est ça. Donc on pourrait perdre beaucoup. 2, 3, 4, 5 quintaux à l'hectare, ce qui est important compte tenu du prix du colza qui est un prix beaucoup plus cher que le blé. C'est plus de 2 fois plus cher que le blé. Nous sommes en juillet, c'est la saison des moissons. Une année de labeur pour Félix et Francis, héritiers de la terre de leurs aînés. Le blé sera-t-il au rendez-vous? Le beau puis le mauvais temps ont-ils contrarié le remplissage de l'épi? Au risque de faire erreur, je préfère écouter l'avis de l'homme de terrain. Bon, alors la moisson se fait au mois de juillet. Alors ça peut commencer en juin pour les orges, Oui. et puis les blés au mois de juillet normalement. Et puis si l'année est un peu humide, les moissons se poursuivent un peu au mois d'août aussi. Oui. On parle, disons, de blé plus spécialement, mais on pourrait dire céréales à ce moment-là. Céréales, oui. Céréales, c'est beaucoup mieux, plus approprié. Donc, mais le blé plus particulièrement, lui, on est en avance sur les autres années Donc on avait de l'avance au démarrage, et puis après il y a eu une période pluvieuse. Oui. Et donc finalement à la fin on était plutôt à la normale, voire un petit peu en retard. C'est ça. Et le rendement, à ce moment-là, on peut te dire que la pluie a apporté une grosseur de grains supérieure et peut-être moins de grains, mais plus gros, non? Alors la pluie, ça ne change pas effectivement le rendement. Non. Par contre, ça change au niveau de la densité. Donc effectivement, Le blé. on récolte effectivement le même rendement à l'hectare. Oui. Par contre, lorsque le blé prend de l'eau, donc l'humidité, Oui. il gonfle. Et pour le récolter, il faut qu'il ressèche. Mais la taille ne diminue pas. Donc ce qui fait que la densité est plus faible. Ah oui, d'accord. Ce qui a des conséquences, s'il est utilisé en l'état et en totalité, ça ne change pas sa valeur nutritive. Par contre, si on l'utilise pour faire de la farine, la farine, on utilise que donc la farine, on ne prend pas l'enveloppe et il reste, donc il y a moins de rendement puisqu'il y a une partie plus importante de farine qui reste accrochée au grain. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est payé moins cher quand la densité est plus faible. Oui. Je ne comprenais pas trop au début. Mais...
Mais le fait quand même qu'il n'y ait plus, disons, ça a quand même joué, disons, sur l'ensemble, que ce soit sur la paille, comme sur le grain, à proprement dit. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait quand même du gain en raison de ce temps-là, compte tenu des séquences de chaleur à un moment et pluvieuse ensuite? Donc la pluie a dégradé la qualité du blé pour l'utilisation meunière et dégradé la qualité de la paille, parce qu'effectivement la paille a mouillé, séché plusieurs fois, et donc la paille s'est un petit peu dégradée. Donc on a perdu en qualité et de blé et de paille. J'ai eu l'impression effectivement que ça n'a pas changé de volume. J'ai vu beaucoup de paille rousse. Oui. Très rouge, noir. Voilà, oui. Par contre, j'ai vu des routes balades qui étaient, donc avaient été faites très certainement avant la pluie et qui étaient, eux, très, très dorés. Voilà, c'est normal, voilà. Alors le système de ramassage de la paille, c'est le même système que pour le foin. On fait des routes balades de paille. Oui, et des big balers de paille. Et des big balers de paille. Voilà. Et des big balers où la paille est coupée en petits morceaux pour donner aux animaux. Oui. Ou pour mettre en litière dans les poulaillers. Mais vous n'en utilisez pas aussi pour faire des préparations de sol et autres aussi je ne veux pas dire d'engrais, non, mais il n'y a pas... Eh ben, cette année, toute la paille a été récoltée parce que dans beaucoup de régions, comme il avait fait sec, il y a des besoins de paille. Donc il n'y a pas eu de paille broyée laissée au champ. Ah bon, d'accord. Ouais. Mais si la paille reste au champ, ça rapporte de l'humus au sol et c'est bon. Oui, c'est bon pour la terre et les vers de terre. Oui. Au niveau du rendement, quel est le rendement, disons, que nous avons eu cette année au niveau du blé, enfin des céréales en particulier? Est-ce un bon rendement ou un rendement ordinaire? En termes de rendement sur l'année, c'est plutôt un rendement plutôt faible. Puisqu'il y a eu de la chaleur au printemps. Oui. Et même si effectivement après il y a eu de l'eau qui a permis de bien remplir les grains, qui a rattrapé en partie la sécheresse du printemps, le rendement moyen est plutôt moyen faible. Plutôt moyen faible, oui. La moisson est terminée, place à l'ensilage du maïs. La récolte du maïs pour ensilage se fait avec une plante encore verte et des grains n'étant pas encore mûrs. Aujourd'hui, je suis avec Christian et je suis dans la cabine du tracteur. Explication. La technique de coupe, elle est différente de celle qu'on a pour l'herbe ou pour, disons, le blé, pour le colza. Ah ça ramasse que le maïs. C'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Là, il y a un rotor pour couper la tige. Oui. Donc, une moisseuse batteuse, c'est un batteur qui part le grain. Voilà. Et il coupe pas la tige. Ah, oui. Voilà, coupé par la même. Ça fait que d'enseigner du maïs et de l'herbe. Voilà. Vous avez commencé tôt cette année? Ah oui, on a commencé 8 jours plus vite. 8 jours plus vite. 8-15 jours. Ouais. Je n'aurais pas pensé qu'aujourd'hui, en raison du temps, ils annonçaient du mauvais temps. En définitive, il fait beau. c'est beau, oui, c'est vrai. On évite d'enseigner sous l'eau. Ouais, oui. Pas quand il est trop sec et puis qu'il y a la presse, Oui, oui. il y a du monde derrière. Et les machines sont plusieurs. Ça vaut très cher ces machines-là. Ça vaut 250 000 €. Oui. Une machine comme ça. La vitesse, le contour du moteur et le contour du hacheur, ce qui coupe le maïs. Et là c'est le pommeau pour manœuvrer la machine. On a une nouvelle machine en fait, celle-là, elle débite, faudrait presque un 4e tracteur. Ah oui, tellement qu'elle va vite. Ah bah, là pour l'instant on est sur des champs qui sont au près, mais tout à l'heure on est sur des parcelles qui sont un peu plus loin et à mon avis la machine va nous attendre un peu. Il y a un klaxon pour... Non, je peux pas ralentir. Non. Oh. Ah non, c'est lui. Ah, c'est lui. C'est lui qui me dit en fait. Et dès que c'est blanc en fait il arrête, il ralentit. Il ralentit. Okay. Là il m'a changé comme un âne. Bon ben merci de votre concours. Ah merci. C'est important.
toutes les récoltes de l'année sont terminées. Une fin sans fin, car demain, on recommence.